Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h05, merci d'être avec nous. C'est l'heure de notre enquête ce matin et de notre débat. C'est le plus important rapatriement d'enfants de familles de djihadistes français à ce jour. 12 orphelins ont été remis à la France et sont arrivés sur le sol français hier. On en parle avec nos invités ce matin avec cette question. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes? Vous nous appelez au 0826 300 300. On a envie de vous entendre ce matin. Et vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux. Hashtag Sud Radio Matin. Vos avis, vos commentaires. On les lira bien sûr dans un instant avec Véronique Jacquier, les 9h05. 9h07, merci d'être avec nous ce matin. Notre enquête, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes? Véronique Jacquier. Eh bien, du côté des votes sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est non à 81%. C'est un score sans appel avec des commentaires qui sont aussi très trash. On nous dit que les parents sont criminels. Ils ont fait le choix de quitter la France pour la renier. Évidemment, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Mais maintenant, qu'ont-ils connu très jeunes à part la haine et un climat de barbarie? On peut être humaniste, il convient aussi d'être réaliste. On a vu les effets de la radicalisation, on n'a pas encore vu ceux de la déradicalisation. Pour les tout jeunes, la question est différente. Cependant, la France ne peut garantir l'asile à des enfants de criminels. Et puis John ajoute, non, c'est un danger de les accueillir. Ils vont grandir, ils vont peut-être passer à l'acte. Ils ont un lourd passé et surtout, ils sont traumatisés. Que le gouvernement ne mette pas ses enfants avec les nôtres. Alors pour en parler, parce que voilà, avec ce score sans appel, ça mérite quand même des explications. La France a un droit moral de les accueillir. La France est même visée par une plainte de l'ONU pour mise en danger de mort en laissant ses enfants dans des camps en Syrie, en Irak. Il y a aussi une dernière actualité, c'est que 12 enfants ont été accueillis hier sur notre sol. Ce sont des enfants orphelins âgés en moyenne de 6 ans, l'aîné à 10 ans. Mais ce matin, une fratrie de 9 enfants a été aussi rapatriée en France. Alors pour en parler, Pierre-Henri, qui est directeur général de l'association France Terre d'Asile. Bienvenue sur Sud Radio, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Loïc Guérin, avocat pénaliste, bienvenue. Bonjour. Et puis Jean Messia, qui est membre du Rassemblement National. Bonjour. Oui, avec des questions effectivement d'auditeurs qui arrivent beaucoup. Ce matin aussi, on a entendu une association qui travaille sur le terrain dire si on les laisse en fait là-bas, ce seront de nouveaux enfants de Daesh et des soldats de Daesh comme on en a eu déjà il y a quelques années et ça va se reproduire. Pierre-Henri, il y a une question pour rebondir sur ce que disait Véronique Jacquier à l'instant. Les familles d'accueil sauront-elles gérer et éduquer ces enfants qui sont traumatisés? Oui, alors d'abord, merci de votre invitation. Et puis tout de suite, une précision. France Terre d'Asile n'a strictement rien à voir avec le rapatriement de ces jeunes gens, et ce n'est pas un problème migratoire. Je rappelle que ces jeunes gens sont des enfants français, des enfants de djihadistes français, et que cela nous oblige évidemment à les accueillir sur notre territoire. Tout simplement, il s'agit... il faut resituer le contexte, les chiffres. On estime à environ 500 le nombre d'enfants de djihadistes qui sont sur zone. Dont 150 qui sont nés sur place. Oui, dont 150 qui sont nés sur place. Donc voilà le volume dont nous parlons. Ouais. Et 250 dont nous ne savons pas très bien où ils se trouvent. Et je pense que c'est de la responsabilité de la France, évidemment, de faire revenir ces enfants, de les protéger, de les suivre, de les accompagner de manière à leur permettre de se reconstruire tout simplement. Il en va tout autrement, évidemment, des parents, qui sont des criminels, qui ont combattu leur pays. Et là, d'autres questions très lourdes se posent. Et d'ailleurs, je fais remarquer que ces questions ne se posent pas simplement à la France, mais à l'ensemble des pays européens qui se trouvent dans la même situation. Oui, avant Loïc Guérin, Jean Messia, je vous ai vu réagir quand Pierre-Henri parlait en fait à l'instant. Je réagissais parce que pour moi, si vous voulez, le mot djihadiste français, c'est une contradiction, c'est deux mots antithétiques.
Ce sont, rappelons-le, des gens qui ont choisi de prendre les armes contre la France, qui ont tué des Français. Pas les enfants. Qui ont fait... Non, je parle des djihadistes. Mais et donc, on est sur une émission sur les enfants. Oui, mais vous avez parlé des djihadistes français. Donc je réagissais par rapport à cette terminologie-là. Oui, ils ne sont français. Ils ne sont plus français. De production française. Ils ne sont plus français. C'est là où on a effectivement une différence entre de conception de la nationalité française. Pour nous, c'est simplement un papier. Pour nous, c'est une identité. Voilà. Bien sûr, monsieur Hossam Jean Messia. Oui. Et alors Voilà. Mais c'est quoi votre racisme là? C'est pas du racisme. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Non, je vous rappelle simplement. Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi pour vous permettre de rentrer dans notre pays. Je suis français, monsieur, et je m'appelle Jean Messia. Et si vous dites autre chose, monsieur Hossam Jean Messia, oui, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur le raciste. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur les djihadistes français. Sur les enfants, il faut d'abord définir ce qu'est un enfant. Parce qu'un enfant, en réalité, ça va de quelques mois jusqu'à 14-15 ans. Or, la problématique ne se pose pas du tout de la même façon en fonction de l'âge. Moins de 3 ans, on peut considérer qu'il n'y a aucun risque. Moins de 6 ans. Non, parce qu'à partir de 4 ans, Mais à partir de 4 ans, on est un criminel. Je peux continuer ou ça fait partie de votre racisme de ne pas laisser parler les gens qui sont d'origine étrangère. Allez, gardez votre calme. Non. Je suis très calme. Je vous dis simplement que grâce à des gens comme moi... Je suis allergique aux racistes. Moi, je suis allergique vous êtes un raciste au Front National. Vous êtes un véritable raciste de gauche. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vrai pour ce qu'il s'agit des enfants. Il est avéré aujourd'hui, la DGSI, Patrick Calvar, l'ancien directeur, les services de renseignement français savent qu'à partir de 4 ans, les enfants dans ces territoires sont embrigadés dans ce qu'on appelle des moraskar et des katibas, qui ont des noms un peu fleuris, Mossab al-Zarqawi, Oussama Ben Laden, à partir de 4 ans. Il est avéré dans l'audition de Patrick Calvar à l'Assemblée nationale l'année dernière que les enfants de 4 ans étaient entraînés à décapiter leur ours en peluche, et qu'ils se roulaient par terre en pleurant parce qu'ils n'avaient pas eu le droit à la vidéo de décapitation qui leur était diffusée tous les jours. Donc si vous voulez, on a aussi des vidéos, la fameuse vidéo Mon père m'a dit, où vous voyez des enfants de 4 à 6 ans avec des caméras GoPro rentrant dans des immeubles. Ils sont embrigadés. Non, c'est pire que ça. Rentrant dans des immeubles où des prisonniers sont attachés la main dans le dos et qui les exécutent froidement. Donc moi je veux bien, si vous voulez, qu'à cet âge-là, on parle encore d'enfants, il faut aussi voir la réalité qu'il y a derrière. Je termine. Quant à ceux qui ont plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, je vous rappelle quand même qu'en mars de l'année dernière, les services de renseignement britanniques ont déjoué un attentat qui impliquait 55 mineurs de 11 à 15 ans. La presse britannique parlait d'une armée d'enfants. Donc attention à l'utilisation de ce terme. Moi je dis simplement, avant 3 ans, il n'y a pas de souci. Je pense que là, on peut effectivement traiter ces enfants-là, intervenir. À partir de 4 ans, je ne dis pas qu'il ne faut pas rattraper, mais je dis simplement qu'il faut faire très attention parce qu'à partir de 4 ans, ce sont déjà des véritables soldats. Que dit l'avocat ? Sur quelle étude scientifique pour dire qu'à partir de 4 ans... que dit l'avocat pénaliste Loïc Garin ? Mais c'est vous qui allez les récupérer ? Si on peut juste peut-être calmer un peu le débat en plus. Alors forcément, c'est un débat qui amène un peu de tension. Mais en réalité, il faut le relativiser aussi. On parle de quelques centaines de personnes. Donc ça ne va pas changer le destin national. Il a fallu une personne pour faire 253 personnes pour faire 350. Je vous ai largement laissé parler. On va peut-être laisser chacun parler. Allez-y. On vous reproche à monsieur de nous avoir interrompu. Je vous demande la même politesse. Moi, je ne vous ai pas interrompu. On va rester là. Ça me permettra d'en placer peut-être 2 minutes. Allez, Voilà. Donc je relativise d'abord parce qu'en termes de chiffres, on n'est pas en train de parler de milliers d'envahisseurs potentiels. Donc ça permet déjà de calmer pas mal le débat. Il s'agirait plutôt d'aller voir dans les cités, là où il y a du salafisme, là où il y a effectivement de la propagande. Je pense qu'on n'est pas à 150, mais avec des zéros beaucoup plus nombreux derrière. Je crois d'ailleurs que les services spécialisés en France annoncent des chiffres plutôt des dizaines de milliers d'individus qui, eux, sont potentiellement dangereux, qui sont bien nationaux ou pas d'ailleurs, mais qui vivent sur le territoire national. Donc j'ai un peu le sentiment parfois qu'on s'emballe sur un débat, je suis désolé de le dire, mais qu'il n'y a pas un impact sur le destin national qui soit aussi important que ça. 150 enfants qui seront rapatriés. Donc 95 depuis, on en est à une centaine 2016. Avec ceux d'aujourd'hui, depuis 2015. Voilà, depuis 2015. 150 mais même 130 djihadistes, c'est pas grave non plus, on peut les rapatrier. Personne n'a dit que c'était pas grave, monsieur. J'ai dit que ça n'engageait pas le destin national de la même manière que nos cités qui effectivement sont pas sous contrôle. Donc plutôt que d'attirer l'attention du public sur un micro-problème, il s'agirait peut-être de traiter le vrai problème. Donc déjà, ça permet de relativiser, même si ça permet de faire des débats le matin, puis de s'exciter un petit peu autour du micro. N'empêche que ça reste très relatif. Maintenant, on a des difficultés effectivement sur les djihadistes qui sont français techniquement, et je comprends le débat. Moi, j'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Je peux comprendre qu'on n'ait pas un amour immodéré pour les individus en question. Loin de là, ça me paraît assez légitime. Le contraire me paraîtrait angélique, voire étonnant. Maintenant, sur les individus en question, il se pose quand même un problème de droit que le pénaliste en moi doit réagir.
et j'ai pas de difficulté à ce qui soit sanctionné. C'est ça. Mais il faut respecter les process, si vous me permettez un barbarisme anglo-saxon, c'est-à-dire en droit français, les droits de l'homme qui s'appliquent à tout le monde. Ça ne veut pas dire être angélique, ça veut dire qu'on ne torture pas, ça veut dire qu'on ne maltraite pas, parce que quand on maltraite et on torture quelqu'un qui est justement coupable de la même chose, on se rend coupable exactement de la même manière que lui, et on n'a plus de supériorité morale. C'est un peu un problème. C'est aussi un peu un problème de droit, parce que ça ne vaut plus rien en termes de procédure. Ensuite, la peine de mort, on a Le Drian qui rame avec sa chaloupe pour essayer de récupérer les condamnations à mort. Parce que la France, évidemment, et heureusement d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas le choix, on s'y est engagé, et il y a des engagements internationaux, s'oppose justement à la peine de mort. Là, on est un peu embêté parce que maintenant, on en a qui vont être exécutés et on n'a pas trop bougé le petit doigt pour les sauver de la peine de mort. Le débat de les laisser sur place ou pas, c'est autre chose, mais il faut garantir au moins un minimum de droits. Et quand je dis un minimum de droits, c'est quand même tous les droits qu'ils auraient eu sur le territoire national. Loïc Guérin, vous qui êtes avocat pénaliste, à partir de quel âge un enfant est-il pénalement responsable ? C'est très compliqué. La responsabilité pénale des enfants, c'est l'ordonnance de 45. On n'arrête pas de triturer dans tous les sens. Donc pour être franc, c'est un foutoir, si vous me passez l'expression. C'est un foutoir. Il y a 13 ans, il y a 16 ans, à partir de 16 ans, vous êtes susceptible de terminer aux assises comme un majeur, mais des assises un peu spéciales, mais des assises néanmoins. J'y ai insisté d'ailleurs de l'autre côté, donc je peux vous en parler un peu. À partir de 13 ans, vous commencez à avoir une responsabilité pénale plus définie. Après, dans le détail... ça c'est autre chose. Cécile, beaucoup d'appels, donc on va aller au standard. Énormément d'appels, et on a Patrick qui nous appelle de Fréjus au 0826 300 300. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Bienvenue. Patrick, Faites part de votre réaction, moi, ma réaction, si vous voulez, je suis comme certaines personnes qui sont sur le plateau, je pense aux enfants. Mais c'est pas les mêmes auxquels je pense, moi. Moi, je pense aux enfants de Toulouse et je pense aux enfants de Nice. Je suis touché 2 fois. Une première fois, parce que je suis juif, et ces enfants de Toulouse qui ont été tués à bout touchant, ça m'a énormément fait du mal, et j'en ai gros encore sur le cœur. Et une deuxième fois, parce que j'assistais à l'enterrement à Fréjus des enfants qui étaient à Nice. Donc, moi, c'est ça mon problème. Le reste, sincèrement, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Marie, on va prendre 2-3 appels, puisqu'il y a beaucoup de monde, et puis ensuite on va continuer effectivement ici. Marie est avec nous. Bonjour Marie. Marie n'est plus là. Marie a raccroché. En réaction à ce que disaient donc Loïc Guérin, Pierre-Henri et Jean Messia. Moi, je m'étonne un peu de ce raisonnement. En gros, comme on a déjà des milliers de personnes qui sont en France qui représentent une menace et que nos services ont tant de mal à surveiller, puisqu'il y en a qui passent entre les mailles du filet. On a encore vu ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques semaines. Donc le raisonnement, c'est quoi ? C'est dire on en a un stock qu'on arrive à peine à surveiller, donc ramenons encore, pour le faire grossir, des gens qu'on aura encore plus de mal à surveiller. Je vous rappelle quand même qu'il a fallu 10 personnes pour faire 250 morts sur le territoire national en 2015 et depuis. Donc ce raisonnement ne tient pas. La deuxième chose, c'est qu'attention, l'État islamique, quand je parlais tout à l'heure de l'entraînement et de l'embrigadement à partir de 4 ans, l'objectif de l'État islamique, c'était d'en faire des bombes vivantes. D'ailleurs, une enquête de Mediapart en 2017, qui n'est pas connue pour être minute ou présent, titrait « Les enfants tueurs de l'État islamique ». Jean Messia, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas plus dangereux, entre guillemets, de les laisser là-bas se constituer des bombes ambulantes, plutôt que de les reprendre et d'essayer de les remettre dans le droit chemin ? Les responsables politiques français sont responsables de la sécurité des Français et de la France. Nous, on n'est pas là pour garantir la sécurité de personnes qui sont des ennemis de la France. Mais qui nous importe, c'est notre sécurité nationale. Pierre-Henri. C'est un débat extrêmement difficile et extrêmement passionnel. Et j'entends les auditeurs, évidemment, comme eux. Je suis d'abord attentif aux victimes des djihadistes. Mais ces enfants qui sont sur zone et dont nous parlons, une centaine d'enfants, sont aussi des victimes. Sont des victimes de leurs parents qui ont choisi de faire la guerre effectivement contre notre pays, et nous devons impérativement les protéger. Voilà, il y a une manière d'alimenter des débats qui n'en sont pas véritablement dans notre pays, qui est assez étonnant. Oui, luttons contre le djihadisme, faisons de la prévention contre le salafisme dans les
banlieue. Ça, c'est un vrai débat, et c'est un débat qui doit nous rassembler. Pas le sort d'une centaine d'enfants qui, s'ils restent sur zone, alors pour le coup, deviendront véritablement des dangers, pas simplement pour nous, mais pour le monde libre. Donc, franchement, ne mélangeons pas tout. Oui, mais Pierre-Henri, vous interrogez pour savoir s'il y a débat. Dans la patrie des droits de l'homme, il y a débat, mais au Danemark, il n'y a pas débat. On a dit, ces gens-là, on ne les rapatrie pas, on ne les accueille pas. Tous les pays il y a même raisonnables qui ont des élites raisonnables réfléchissent comme ça. Parler. Il y a même d'échéances de nationalité. Et les enfants de djihadistes danois, on les laisse là-bas en Irak et en Syrie. C'est un sujet qui manifestement traverse toute l'Europe, bien sûr. Et sur lequel les pays européens auraient intérêt à trouver une solution commune, parce que la problématique se pose de la même manière. Et donc il y a deux sujets qui est à la fois le rapatriement d'un certain nombre d'enfants. Encore une fois, nous parlons d'une quantité négligeable, à l'échelle européenne. Et puis nous avons le problème des 2500 djihadistes qui sont jugés dans des conditions qui ne sont pas totalement équitables, et pour lesquelles effectivement nous devons garantir qu'ils ne risquent pas la peine de mort, quels que soient les crimes qu'ils ont faits. La peine de mort est abolie dans notre pays, elle est prescrite par la charte européenne des droits fondamentaux. Bon voilà, ça s'impose à nous, et c'est notre grandeur morale que de ne pas tomber dans le piège des djihadistes. Oui, mais là on parle d'une situation de guerre, c'est-à-dire que ces gens-là sont qualifiés d'ennemis de la France parce qu'ils ont pris les armes contre la France. Ils ont fait des opérations contre la France, je parle des parents. Les enfants, encore une fois, entendons-nous ce que signifie enfant. Et puis, il y a un truc quand même, on peut s'interroger sur la dynamique, parce qu'au départ, l'année dernière, il était question, le gouvernement était prêt à rapatrier 130 djihadistes, des adultes. Et face à la levée de boucliers et au tollé de l'opinion publique, il a été obligé de faire machine arrière. Ensuite, il a travaillé sur les femmes de djihadistes, en les présentant comme des pauvres mères éplorées, etc. Il s'avère que c'était des combattants tout aussi cruels, voire parfois plus, que les djihadistes eux-mêmes. Et maintenant, ce sont les enfants. Donc moi, je m'interroge, si vous voulez, sur cette espèce d'utilisation des bons sentiments pour nous faire avaler quelque chose dont finalement les Français ne veulent pas majoritairement. Et puis enfin, un dernier point... Monsieur Henry, qui fait partie monsieur, donc qui fait partie d'un système qui nous a expliqué pendant 40 ans que en fait il y a aucune civilisation qui est supérieure à une autre, aucun système culturel qui est supérieur à une autre, que finalement la civilisation occidentale n'est pas supérieure à toute autre, que toutes les civilisations et toutes les normes culturelles se valent. Maintenant, pourquoi vous voulez rapatrier non, mais pourquoi vous voulez rapatrier puisque tout se vaut, laissez-les sur place. Pourquoi vous voulez les rapatrier en France? Ça veut dire que vous êtes en train d'acquiescer implicitement que le système de valeurs français est plus protecteur. Voilà. Loïc Garin. Oui, alors le laisser sur place, on n'est pas dans une situation... Alors, idyllique serait un doux euphémisme. C'est une zone de guerre. Et en plus, qui plus est, dans des zones géographiques qui, juridiquement, politiquement, reste indéfini. Vous avez des zones de Syrie qui échappent à la souveraineté syrienne, si toutefois la souveraineté syrienne existe, des zones d'Irak qui ont plus de souveraineté depuis belle lurette, depuis que les Américains ont mis leurs grosses bottes là-bas. C'est pas des enfants qui sont laissés dans un système qui permettra une éducation. C'est un bazar. Non, mais attendez, laissez-moi finir maintenant, ça suffit. Ça veut dire tout simplement que ces individus-là, ne vous imaginez pas, ne vous faites pas d'illusions une seule seconde, ne vont pas rester sur place s'ils ont l'intention de revenir. Alors vous avez le choix entre deux hypothèses. Faire de la théorie ou mettre les mains dans le cambouis. Si on met pas les mains dans le cambouis, on va se les reprendre parce que les frontières sont poreuses, parce que la Turquie laissera passer, et on les aura, mais cette fois-ci, avec 5-6 ans d'éducation en plus, une haine rivée contre nous, au lieu de les avoir dans des familles d'accueil ici, qui permettront de tenter, et c'est quand même pas mal, de reconstruire ces individus-là, qui sont encore jeunes. 1. 2, tout à l'heure, je vous reprends, j'ai jamais dit que c'était pas grave, 150. J'ai dit qu'il faut relativiser. Il y a une nuance de français qui est importante, je suis certain que vous l'avez perçue. Maintenant, les Français, vous nous parlez des Français, on a des obligations vis-à-vis des Français. On a aussi une juridiction sur les Français. Jurisdictio, le droit de dire le droit. D'accord ? L'obligation même de dire le droit. Ces individus-là, pour lesquels je n'ai aucune espèce de sympathie, vous voyez ? Aucune. Ils sont allés combattre. Ceux qui n'y sont pas restés ont bien de la chance. Nous, moins. On doit faire avec. D'accord ? Aucune sympathie. Néanmoins, s'ils sont citoyens français, on a juridiction sur eux. On doit aussi dire le droit. Ça veut dire qu'on a le droit, et c'est le droit français qui l'impose, de les récupérer et de les sanctionner à leur juste valeur. Enfin, quand on parle de ce débat-là sur 100 personnes,
Rappelez-vous quelques années en arrière, l'Alsace-Lorraine, prise dans le Reich allemand, 100 Allemands supérieurs aux autres. Donc eux avaient le droit de rentrer dans la mère patrie. D'accord ? Allemande, évidemment. C'était pas un propagande. Non, propagande. On mettait les enfants dans les Hitlerjugend également. Qu'est-ce qu'on a fait de ces enfants-là ? On les a rejetés ? C'est pas pareil. On les a rejetés ? C'est pas pareil. Bon. Le niveau de cruauté n'est pas le même déjà. Entre l'Allemagne nazie et les djihadistes. Je vous ai plaisanté, j'imagine. À 4 ans, les Hitler-Jugend mettaient des gens dans les cages et foutaient le feu. Non, ils étaient mieux, leurs parents le faisaient pour eux. Oui, leurs parents, c'est autre chose. Non, c'est pas pareil. On vous laisse pas libre là-dessus. Et puis attendez, c'est un autre débat. De cruauté. C'est un autre débat. En tout cas, c'est une question effectivement. Et d'ailleurs, je note qu'elle n'a pas été posée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a traité à l'époque, sans doute assez mal, il y avait probablement moins de couverture médiatique, mais on pourrait peut-être se poser la question de savoir ce qu'on a bien fait ou pas bien fait à l'époque pour le faire mieux aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est une question sensible. Pierre-Henri, comment seront suivis ces enfants en conclusion aussi dans les familles d'accueil ? Parce que là, c'est une question légitime qui se pose, comme disait Jean Messia. Qu'est-ce qui peut nous garantir qu'ils ne vont pas devenir des bombes ? Ça demande évidemment un suivi extrêmement précis, un accompagnement total et qui est fourni par l'aide sociale à l'enfance dans les départements dans lesquels ils reviendront. Et donc là, il faut évidemment des moyens. Et il faut des moyens et sur la longue durée. Et c'est un vrai problème connaissant l'état de l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes d'accord pour le coup. Bon, on va terminer sur cette note d'accord. Pour une fois. Bon, en tout cas, Véronique, on termine à combien effectivement ? On Parce qu'il y a eu termine beaucoup de votes et beaucoup toujours à 81% de non pour dire que la France doit rapatrier les enfants de djihadistes. Beaucoup d'auditeurs soulignent la dangerosité de ces enfants, même si évidemment ils ne sont pas dupes sur le fait qu'ils peuvent être sauvés en étant dans des familles d'accueil. Autre point, sur les djihadistes en eux-mêmes, ils ne sont plus français. Ils ont choisi de faire la guerre à la France. Ils ont déchiré leur papier d'identité. Donc pour beaucoup d'auditeurs, ils n'ont pas beaucoup d'état d'âme par rapport à ces enfants parce qu'ils disent on n'a pas à les gérer comme des Français. Mais on n'a pas d'état d'âme. C'est le droit, tout simplement. Oui, mais bien sûr, il y a le droit. Délicate. Merci Pierre-Henri, merci Loïc Guérin, merci Jean Messia d'avoir participé à ce débat ce matin sur Sud Radio.